19h45, Labari Info Soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mardi 26 octobre 2021. Fin hier de la mission du Conseil de sécurité de l'ONU à Niamey. Au terme de cette mission, le président de la République, Bazoum Mohamed, a accordé une audience à la délégation onusienne. À l'issue de cette audience, une conférence de presse a été animée par la mission et le ministre des Affaires étrangères, Assimi Massaoudou. Le résumé avec Adam Ousmana et Sadou Doumi. Les membres du Conseil de sécurité en séjour au Niger se retrouvent ainsi au palais de la présidence pour une rencontre d'échange avec le chef de l'État Mohamed Bazoum. Au terme de cette rencontre, les membres de la mission étaient en face de la presse pour non seulement tirer un bilan de leur séjour, mais aussi et surtout évoquer les sujets objets de leur rencontre. We have just finished a meeting with His Excellency President Bazoum, who spoke to the Security Council and also listened to the views of the members of the Security Council. Nous avons rencontré le président Bazoum qui nous a parlé, qui a pris langue avec le Conseil de sécurité et l'a écouté. Le président Bazoum a partagé avec nous l'expérience du Niger, a évoqué sa soif de démocratie, a mentionné tous les succès rencontrés dans le domaine de la démocratie, ce qui est important pour le peuple. Un peuple qui doit présenter un front uni pour venir à bout des défis tels que le terrorisme qui touche le Sahel et l'ensemble de l'Afrique. Nous avons discuté des défis humanitaire, du développement lié au changement climatique. Les membres du Conseil de sécurité se félicitent de cet accueil et du message du président Bazoum. Tous les membres du Conseil de sécurité ont été très positifs, ont salué les avancées enregistrées par le Niger. Nous avons beaucoup appris pendant cette journée de visite. Et le Conseil de sécurité, le Kenya, l'ensemble des membres souhaitent et doivent soutenir le Niger, le G5 Sahel dans la lutte contre le terrorisme sur la base de la solidarité, car ce n'est qu'ainsi, en luttant ensemble, que nous pourrons venir à bout de ces défis pour l'Afrique et l'ensemble de la communauté internationale. We have to do it together in solidarity, because the fight the people of Niger are having is not only a fight for themselves, but is a fight for Africa and for the international community. Suivant de la situation dans la région, le Conseil de sécurité est en appui à la paix et à la stabilité dans la région. On va continuer à le faire, à essayer de vous aider, d'aider aussi le Mali dans toute la mesure du possible. Et d'une manière plus générale, je crois que le message essentiel, c'est que le Niger, comme le Mali, bien sûr, peut compter sur la France, et le Niger doit et peut compter sur les Nations Unies pour tous les défis auxquels il est confronté. Pour sa part, le chef de la diplomatie nigérienne s'est réjoui des appréciations faites par cette mission sur les efforts du Niger dans le combat contre l'insécurité. Cette visite est une visite qui a permis au Conseil de sécurité de voir et d'apprécier positivement les efforts du Niger dans la lutte contre le terrorisme et face à l'ensemble de ces défis-là, les défis de la sécurité, mais aussi les défis du développement. Je crois qu'ils ont été édifiés et ils repartent reconfortés par les succès de notre pays dans ces luttes-là. Et je pense qu'eux-mêmes le disent, et ils l'ont dit depuis ce matin, ils l'ont répété devant le président Bazoum, que le Niger constitue un exemple positif qu'il conviendra de soutenir pour que ce modèle-là puisse prospérer en Afrique. Donc voilà en gros le sentiment avec lequel il quitte. Et je pense que ça a été très utile pour notre pays, pour la visibilité de notre pays, pour le regard positif que le monde porte sur notre pays et sur nos efforts. Ainsi donc, le Conseil de sécurité de l'ONU est plus que jamais édifié sur les défis auxquels le Niger et l'espace sahélien en général font face de nos jours.
Ouverture ce matin à l'hôtel Sahel de Niamey d'un atelier technique d'enrichissement du rapport sur l'évaluation des impacts socio-économiques et environnementaux de la fermeture du site d'exploitation du Cominac. C'est le ministre des Mines qui a présidé la cérémonie d'ouverture, nous rapportent Nafissa Touzakou et Ibrahim Abdou. Le présent atelier technique s'inscrit dans le cadre des activités du comité d'orientation dans le cadre du processus d'arrêt des activités d'exploitation de Cominac et de réaménagement du site d'exploitation en vue de l'enrichissement du rapport sur l'évaluation des impacts socio-économiques et environnementaux de la fermeture du site d'exploitation de Cominac. Occasion pour le secrétaire permanent du comité d'orientation de faire une brève présentation du dit comité. Ce comité a été mis en place par le gouvernement, comité présidé par la ministre des Mines, pour accompagner le processus de fermeture de la mine de Cominac et de réaménagement du site. En réalité, il a deux volets essentiels. Les missions de ce comité ont deux volets essentiels. C'est-à-dire à côté du volet fermeture de l'exploitation de Cominac et réaménagement du site, il y a un volet qui consiste à créer les conditions permettant de déployer des projets de développement dans la zone impactée susceptibles de compenser les effets négatifs de la fermeture de l'exploitation de Cominac. Procédant à l'ouverture des travaux de cet atelier qui revêt un caractère important pour le Niger, la ministre des Mines, Mme Hussein Hadizatou Yakouba, est revenue sur les deux volets que comprend cette rencontre. Le premier volet vise principalement à enrichir et valider le dit rapport. Il s'agira donc d'analyser, de formuler des observations sur le rapport provisoire d'évaluation et pour ce faire, nous avons convié à cette séance de travail le préfet du département d'Arlit, le maire de la commune urbaine d'Arlit, les membres du comité technique chargé de préparer les dossiers techniques au comité d'orientation dans le cadre du processus d'arrêt des activités de la Cominac et de réaménagement du site, les membres du comité de suivi de l'étude ci évoquée, ainsi que les représentants de la société civile d'Arlit. Le second volet de cet atelier vise l'approfondissement de la formulation des projets de développement ou de reconversion, formulation ayant été esquissée, comme je l'ai dit tantôt, lors de la rencontre des acteurs en fin août, début septembre. Aussi, vont s'adjoindre à ceux qui sont là aujourd'hui, les représentants des organisations professionnelles d'Agadez, Arlit et Iférouane. Il est à souligner que 50% des participants au présent atelier qui durera 2 jours proviennent de la région d'Agadez, ce qui témoigne une fois de plus de l'importance accordée à l'implication des acteurs locaux concernés dans le déroulement de cette étude. Le ministère de la Justice, en partenariat avec le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, a organisé ce matin au complexe Soleil d'Afrique un atelier de validation du document de base commun. Un document qui doit être mis à jour tous les 3 à 5 ans. Asma Ousseidou, Chebougisso. Valider le document de base commun que le Niger mettra à la disposition des organes des traités et de l'examen périodique universel, tel est l'objectif de cet atelier initié par le ministère de la Justice en partenariat avec le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Les organes de traité sont des comités d'experts chargés de surveiller et contrôler la mise en œuvre par les États parties des conventions fondamentales de promotion et de protection des droits de l'homme. Au niveau de l'ONU, on dénombre 9 organes de traité, à savoir le Comité des droits de l'homme, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, le Comité contre la torture, le Comité des droits des personnes handicapées, le Comité pour l'élimination des discriminations à l'égard des femmes, le Comité des droits de l'enfant, le Comité contre les disparitions forcées, le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale et le Comité des droits des travailleurs migrants. Au niveau africain, il existe 2 organes de traité.
qui sont la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples et le Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant. Chacun de ces comités a été créé par la Convention consacrant les droits dont il est chargé de contrôler la mise en œuvre par les États parties. Ceux-ci ont donc l'obligation de leur présenter périodiquement des rapports sur les mesures prises pour mettre en œuvre chacune des conventions. C'est le lieu ici de rappeler que notre pays, soucieux du respect des droits humains, a ratifié la quasi-totalité des instruments juridiques irrélatifs, s'emploie chaque jour à leur donner effet et soumet régulièrement ses rapports aux organes des traités et de l'examen périodique universel. Pour mieux apprécier les rapports soumis par les États, les comités ont besoin de connaître le pays et ses réalités. C'est pourquoi ils doivent aussi soumettre un document de base commun, a indiqué le secrétaire permanent du comité interministériel. Pour mieux apprécier les rapports soumis par les États, les comités ont besoin de connaître le pays et ses réalités. Et c'est pourquoi ils doivent aussi soumettre un document de base commun qui contiendra les informations suivantes. Les renseignements généraux sur le contexte démographique, économique, social, politique, constitutionnel et juridique, le cadre général de promotion et de protection des droits de l'homme, les informations concernant la non-discrimination, l'égalité et les recours utiles. Ce document de base commun doit être mis à jour tous les 3 à 5 ans. Le dernier que le Niger a soumis date de 2014-2015 et les informations qu'il contient sont aujourd'hui largement dépassées, d'où la nécessité d'en produire un nouveau. C'est pour satisfaire à cette obligation que le comité interministériel chargé de la rédaction des rapports aux organes de traité et à l'EPEU a élaboré le document qui vous est soumis pour validation au cours du présent atelier. Pendant 3 journées, vous êtes invités sans complaisance, mais en toute responsabilité, à y apporter vos observations, vos critiques constructives et surtout vos contributions, tant dans la forme que dans le fond. Au vu de la qualité des participants, le secrétaire permanent se dit convaincu qu'au sortir de ces travaux, un document de qualité sera élaboré pour enfin rehausser davantage le prestige du pays auprès des institutions internationales. Le 25 octobre dernier, à l'Assemblée nationale a eu lieu un dîner entre parlementaires et organisations de la société civile. Une rencontre qui intervient au terme du séminaire annuel entre leaders paysans et OSC en faveur du droit à l'alimentation au Niger. Hamza Sakou, Ibrahim Abdou. Après 3 jours d'intenses travaux sur comment comprendre les enjeux et agir en faveur de l'effectivité du droit à l'alimentation au Niger pour le compte du séminaire annuel des leaders paysans et des organisations de la société civile, cette 6e édition s'achève avec cette rencontre des parlementaires autour d'un dîner en faveur de l'adoption d'une loi sur le droit à l'alimentation au Niger. Il était important qu'on rencontre les parlementaires pour partager avec eux les préoccupations, les sujets de préoccupation qui ont fait l'objet des discussions, nos recommandations et tout ça. Et comme vous le savez, pendant ce jour-là, on a longuement discuté sur tous les problèmes, qu'il s'agisse de la loi cadre, du cadre législatif, qu'il s'agisse du financement du secteur, qu'il s'agisse du changement climatique, de l'accès aux intrants, etc. Toutes ces questions ont fait l'objet des discussions. Et donc, nous avons tenu à organiser cet événement pour avoir vraiment un échange avec les parlementaires et donner l'occasion aux paysans de discuter directement avec leurs élus, parce qu'ils sont venus de tous les coins du pays et ce qu'ils sont ce qui se sont dit, ce qui les préoccupe, il faut qu'ils les disent à ceux qui ont le pouvoir de décider. Les parlementaires ont un certain pouvoir de décision, et surtout autour, par exemple, de la proposition de loi sur le droit à l'alimentation. Après avoir salué la qualité du travail technique, le plaidoyer abattu par l'association alternative Espace Citoyen et ses partenaires, les parlementaires ont exhorté leurs collègues à voter en faveur de cette loi.
La présente rencontre, placée sous le thème « La démocratie doit garantir aux citoyens le droit fondamental d'être à l'abri de la faim », nous permettra d'échanger largement avec le monde paysan, la société civile autour de cette préoccupation majeure. J'ose espérer que ces échanges et discussions seront fructueux et nous indiqueront la voie à suivre pour le grand bonheur de nos populations. Si nous réussissons à faire voter cette loi, nous aurions avancé dans le combat pour la dignité de l'homme parce qu'il s'agit de l'alimentation. On ne peut pas envisager l'existence de l'être humain sans une alimentation saine et suffisante. On ne peut pas envisager aussi un fonctionnement normal d'une société si elle n'est pas capable de fournir à chacune et à chacun de ses membres le minimum d'alimentation nécessaire. Donc si nous arrivons à faire adopter cette loi, nous aurions avancé sur un plan moral et éthique pour chacun d'entre nous. Et nous aurions aussi satisfait à une obligation de notre Constitution. Notre appel, c'est vraiment le soutien de tous les députés. Quel que soit le bord, nous avons choisi le droit à l'alimentation des Nigériens. Nous souhaitons que chacun donne sa contribution pour que nous puissions la voter. Le deuxième appel, c'est de dire que c'est un dialogue jusqu'à ce que la loi soit votée. Ceux qui ont des amendements, ceux qui ont des enrichissements, des contributions pour que la loi soit meilleure, soit efficace, ils sont les bienvenus. Nous allons les intégrer, nous allons les prendre en compte. Ce dîner a été une occasion aussi pour le rapporteur général de ce séminaire de présenter les recommandations issues des échanges avec des participants. Les responsables du CSP, les pionniers et leurs élèves du niveau maternel et CE1 ont effectué une visite ce matin à la 81e compagnie de commandement d'incendie et de secours de Niamey. Cette visite rentre dans le cadre des activités extrascolaires organisées par le CS Les Pionniers. Nafisot Yahya, Nasser Sedou. C'est conformément à leur credo, celui de joindre la théorie à la pratique, que les responsables du complexe scolaire privé, les pionniers, ont décidé de faire visiter les locaux de la 81e compagnie de commandement d'incendie et de secours de Niamey à leurs élèves. Cette sortie rentre dans le cadre des activités extrascolaires du CSP, les pionniers. Nous sommes aujourd'hui dans le cadre des sapeurs-pompiers pour les amener à découvrir des cours, des pratiques qu'ils ont fait en classe et autres. Au fait, ça leur permet d'avoir des connaissances supplémentaires à part ce qu'ils apprennent en classe. Donc ça leur permet également de découvrir les activités réelles autour d'eux et d'avoir d'autres renseignements sur la vie courante. Et certaines, surtout, aujourd'hui précisément, ils ont vu comment au fait, les sapeurs-pompiers interviennent dans la ville, dans nos villes, dans des cas d'urgence et autres. L'activité regroupe pas mal d'autres secteurs, par exemple les arts, découvrir les arts et tout, également le sport et d'autres. Mais aujourd'hui, nous avons choisi de visiter ce sont des sapeurs-pompiers actuellement. C'est pour permettre aux élèves de découvrir au fait ce que les sapeurs-pompiers ils font comme des activités, le secourisme, comment ils éteignent le feu. Ils ont eu à pratiquer, à vue les différents engins et autres. Donc ils ont acquis par là de nouvelles connaissances. Ainsi, du bureau de coordination des opérations et transmissions, les élèves ont eu droit à plusieurs explications sur les missions assignées aux sapeurs-pompiers. On est ici à sapeurs-pompiers pour apprendre des choses. Si vous avez un problème d'appeler les pompiers, c'est eux qui peuvent vous aider. C'est les sapeurs-pompiers qui peuvent aider les gens qui sont malades. S'il y a des malades, c'est les sapeurs-pompiers qui vont appeler les ambulances. Quand il y a un incendie, l'alarme va sonner et puis si les pompiers entendent ça, c'est eux qui vont aller prendre le camion, ils prennent de l'eau pour éteindre le feu. S'il y a un malade, vous appelez le sapeur-pompier. 18. Je suis contente d'être là, que j'ai appris beaucoup de choses. Sur place, les élèves ont eu droit à une simulation pour neutraliser un incendie.
Il faut noter que cette sortie du CSP Les Pionniers a été soutenue par la compagnie de transfert d'Argenita qui a gracieusement mis à leur disposition les bus pour transporter les élèves. Le 7e jour de naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, continue d'être célébré par les musulmans d'obédience Tijania. Celle du village de Bangoula n'est pas restée en marge et c'était en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Nasser Sedou Boubacar Ibrahim. À l'instar des autres communautés tidjaniennes du Niger, celle de Bangoula, un village situé à une quinzaine de kilomètres de Niamey sur la route de Tilaberi, a également célébré le petit Mawlud correspondant au 7e jour de la naissance du prophète Mohammed, que la bénédiction de Dieu soit avec lui. Les fidèles, venus d'un peu partout du Niger et même de la diaspora, n'ont pas cédé à la fatigue et à l'envie de dormir pour marquer leur amour du prophète. On remercie tous les gens qui ont participé à cette cérémonie et on souhaite à ce qu'ils retournent à chez eux dans la paix et la sécurité. Honorant de sa présence cette veillée religieuse, le ministre de l'Enseignement supérieur nous parle de l'organisation du Mawlud dans ce village, tout en formulant des vœux. Bangoula est un haut lieu religieux du canton de Karma, pratiquement de toute la région ouest. Et par la grâce de Dieu, à la suite du décès du cheikh, son fils élevé au rang de calife assure la continuité. Et son autorité morale et religieuse est reconnue par tous les chefs religieux de la zone. Et c'est une zone de confluence où viennent pratiquement les gens de tous les horizons, y compris la diaspora. Ils sont venus saluer, encourager et prier pour que la bénédiction divine descende sur notre pays, sur son peuple. Ainsi, c'est par la prière de l'aube que s'est achevée l'édition de cette année, à travers laquelle de vœux de paix, de stabilité, de compréhension mutuelle ont été souhaités au pays dans son ensemble. Comment le climat peut influer sur le développement de certaines maladies comme le paludisme et comment lutter contre cette maladie? Des détails dans cet élément du studio Kalango. La Direction de la météorologie nationale et le Programme alimentaire mondial ont collaboré via des groupes thématiques, plusieurs bulletins portant sur certaines maladies climato-sensibles. Pour Kachalalawan, il y a des paramètres climatiques qui influent sur le développement de certaines maladies comme le paludisme. Ce n'est pas toutes les maladies qui sont impactées par le climat, mais il y a des maladies dites climato-sensibles. D'accord? Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des paramètres climatiques, tels que la température, l'humidité, les précipitations, la chaleur, toutes ces choses-là qui peuvent, ou la poussière, qui peuvent agir, n'est-ce pas, sur la santé humaine. On fait une carte de synthèse. Donc, c'est une carte des risques du paludisme, par exemple, au mois de septembre. Donc, vous voyez, tout ce qui est en rouge, c'est les risques élevés du paludisme. C'est sur le sud de Sceaux, nous avons le sud maladie. Et un peu en orange, là, nous avons donc le risque modéré. Et après, dans la zone désertique, où il y a moins, ces paramètres n'ont pas de valeur assez importantes, surtout pour ce qui est de la précipitation et de l'humidité, nous avons les risques qui sont faibles. Pour l'épidémiologiste Issaka Salifou, il faut conserver certaines mesures préventives contre le paludisme tout au long de l'année et d'autres de manière périodique. Il appelle à maintenir une certaine hygiène environnementale pour empêcher la prolifération des moustiques vecteurs du paludisme. Nous vivons le paludisme tout au long de l'année au Niger. Donc certaines mesures, on doit les conserver tout au long de l'année. Et certaines mesures aussi, on les met en œuvre au moment des précipitations, comme la chimioprophylaxie pour la prévention du paludisme que le gouvernement du Niger, à travers le ministère de la Santé et le programme PALU, donc a décidé de protéger les couches vulnérables, c'est-à-dire les enfants de 3 mois à 5 ans, où on donne un traitement pour éviter l'apparition de cette maladie chez les enfants, chez les enfants. Et les autres mesures sont les mesures que vous et moi, nous devons observer toute l'année, l'hygiène, la salubrité et dormir sous moustiquaires imprégnés. Pendant la saison de pluie, il faut éviter l'apparition des flaques d'eau autour et à l'intérieur des maisons. Il faut éviter la présence des objets qui peuvent recueillir et conserver l'eau.
où le moustique pourrait se développer. Et aussi, il faut traiter les domiciles. Il y a des traitements intradomiciliaires avec des produits chimiques qui peuvent détruire les moustiques. Et aussi, il ne faut pas oublier de traiter les fosses. Les fosses septiques qui ne sont pas bien fermées, même qui sont fermées, peuvent être des lieux de développement et de prolifération des moustiques. Et aussi les gîtes. Lorsque chez vous, vous avez une certaine verdure, il faut l'entretenir et aussi le traiter. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ce 19h45 de la télévision La Paris. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.